Bonjour à tous et bienvenue à cette dernière conférence du calendrier public qui a été développée par la formation continue de la Faculté des sciences et de génie. La conférence d'aujourd'hui portera sur les enjeux qui sont associés aux nouvelles biothérapies et aux vaccins. Mon nom est Rebecca Boily, je suis la coordonnatrice de la formation continue et je suis en compagnie de votre conférencier du jour, M. Bruno Gaillet. Bonjour, M. Gaillet. Bonjour. Avant toute chose, je tiens à vous informer que la conférence d'aujourd'hui sera enregistrée et elle vous sera rendue disponible en rediffusion par la suite. Vous devriez recevoir le lien par courriel dans les prochains jours. La conférence sera d'une durée de 50 minutes, puis il y aura une période de questions de 10 minutes à la fin. Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans le clavardage au fur et à mesure. Monsieur Gaillet en fera la lecture à la fin et répondra par la suite. Sans plus tarder, je vous cède la parole, Monsieur Gaillet, pardon, et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente conférence. Merci beaucoup. Tout d'abord, merci de participer à cette conférence, dont le titre est Les enjeux associés aux nouvelles biothérapies et vaccins. La vision d'un ingénieur, parce que je suis ingénieur en génie chimique et mon domaine de recherche est dans le domaine du génie biochimique, plus particulièrement dans le domaine du biopharmaceutique. Donc, la présentation aujourd'hui, en fait, je vais commencer par vous faire une présentation et puis un bref historique des principaux biothérapeutiques et des vaccins. C'est certain que je ne peux pas tout présenter, donc je vais faire un focus sur quelques types de molécules en particulier et traitements. Ensuite, je vais vous présenter les grands principes de fabrication des biomolécules à visée thérapeutique, donc incluant les vaccins, et finalement les enjeux associés à la fabrication de ces molécules-là. Comme j'ai dit précédemment, comme dit, je vais focuser sur quelques molécules en particulier. Il y a des enjeux sur plein de molécules. Donc, je vais cibler sur quelques traitements, quelques thérapies, quelques vaccins pour vous présenter un petit peu quelques enjeux associés à la fabrication de ces molécules-là. Donc, tout d'abord, le contexte de la présentation aujourd'hui de la conférence, c'est le domaine des biothérapies. Donc, qu'est-ce qu'une biothérapie? C'est un traitement par des organismes vivants ou par des substances provenant d'organismes vivants. Donc là, j'ai pris une définition du dictionnaire Larousse, là, je ne me suis pas cassé la tête. Donc, ces organismes vivants, ça peut être des cellules, lorsqu'on parle de thérapie cellulaire, par exemple, des substances provenant d'organismes vivants, ça peut être des antibiotiques produits par certains micro-organismes. Ça peut être certaines protéines générées par d'autres micro-organismes. Donc, c'est toutes molécules, on va dire, qui proviennent de ces organismes-là. Je trouvais important également de faire un petit rappel sur la vaccination, parce que souvent on fait la distinction entre les thérapies et les vaccins, même s'il existe des vaccins thérapeutiques. Donc, qu'est-ce qu'on appelle vaccination? On va dire, ça consiste à protéger une personne, un individu, contre une maladie en stimulant son système immunitaire. Donc, vous avez deux types de vaccins. Vous avez ce qu'on appelle les vaccins préventifs, qui justement vont prévenir l'apparition d'une maladie, souvent d'origine infectieuse. Donc, on a souvent entendu parler, par exemple, du virus de la Covid, le SARS-CoV-2, qui a fait quelques ravages il y a quelques années maintenant. Et il y a également les vaccins thérapeutiques qui permettent, quant à eux, d'aider le patient à lutter contre une maladie en cours, par exemple le cancer. Donc, il y a plusieurs traitements expérimentaux, certains même commercialisés, des vaccins contre le cancer qui ont été développés au cours des années. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces traitements, ou tous ces vaccins sont issus des biotechnologies. Donc, qu'est-ce que j'appelle une biotechnologie? C'est l'application des principes scientifiques et de l'ingénierie, parce qu'il y a des outils d'ingénierie qui sont associés aux biotechnologies, pour faire de la transformation, pour produire, pardon, des biens et des services à partir d'agents biologiques. Ces biotechnologies, il y en a de deux types. Il y a les biotechnologies qu'on appelle traditionnelles, classiques, où en fait on va utiliser des micro-organismes et certaines molécules comme des enzymes euh, qui vont avoir été sélectionnés pour produire des agents d'intérêt. Donc, ces agents-là, on peut également
les isoler à partir de sources biologiques. Donc, qu'est-ce qu'on appelle des exemples très concrets? La production, par exemple, de la pénicilline. La pénicilline, je vais en reparler un peu après, bah, c'est un antibiotique qui est produit par un champignon. Donc, c'est issu de la production de de cette pénicilline, est issu d'une biotechnologie traditionnelle. Vous avez ensuite les biotechnologies modernes, où là, on va dire, on va utiliser des techniques issues du génie génétique, très souvent, pour modifier volontairement l'expression de gènes, modifier des cellules, modifier des tissus, de façon, c'est ça qui est important, de façon très prévisible et contrôlée, pour produire des molécules d'intérêt. Donc, on parle ici, par exemple, de la production de certains virus pour faire des vaccins, pour faire des traitements de thérapie génique. On parle de la production de protéines comme agent thérapeutique. J'y reviendrai par la suite. Mais on parle également de culture de tissus. Les cellules, la culture, par exemple, de tissus, la culture de cellules de peau pour les grands brûlés. Bon, c'est un exemple. On peut également parler des thérapies CAR-T, thérapies contre le cancer, qui sont de plus en plus populaires. J'y reviendrai par la suite. Donc, toutes ces technologies-là sont issues des biotechnologies modernes. Donc maintenant, si je reviens aux médicaments, aux vaccins issus des biotechnologies plus traditionnelles, donc je vous ai donné quelques exemples, mais là je vais aller un tout petit peu plus dans le détail, sans en donner trop non plus, là. Donc vous en avez d'origine animale, donc par exemple les produits sanguins, lorsqu'on fait des transfusions de sang par exemple. Vous avez des hormones, des stéroïdes, différentes molécules, de l'insuline par exemple, qui avant était extrait du pancréas de porc et qui servait de produit thérapeutique. Plusieurs produits d'origine animale peuvent être utilisés comme des médicaments. Euh, Vous avez d'autres produits d'origine végétale, donc là on parle par exemple de certains pigments, certaines molécules en particulier. Vous en avez d'origine ensuite microbienne, donc je vous ai parlé des antibiotiques tout à l'heure, vous avez des enzymes, des protéases, vous avez certains vaccins aussi, et vous en avez finalement d'origine virale, souvent ce sont des vaccins. Euh, on peut penser par exemple que le vaccin produit par GSK à Québec est un médicament, un vaccin, je n'aurais pas dire un médicament, est un vaccin produit par une technologie de biotechnologie traditionnelle. Dans les faits, c'est à discuter, puisqu'on va dire le virus qui sert à produire le vaccin n'est pas forcément issu, on va dire, de biotechnologie traditionnelle. Donc, c'est à discuter là, mais il y a quand même plusieurs vaccins qui sont produits par des biotechnologies traditionnelles. Et vous avez les biotechnologies modernes, d'autres médicaments vaccins. Donc, je focuserai plus dans cette présentation sur ces molécules-là, puisque ce sont celles qui sont le plus en demande présentement. Donc, vous avez les protéines recombinantes. Donc, des protéines recombinantes, ce sont quoi? Ce sont des protéines qui sont produites par un micro-organisme, par des cellules qui, à la base, ne produisent pas ces molécules-là. Par exemple, insérer le gène de l'insuline humaine dans une bactérie ne produit pas d'insuline. Là, vous allez produire de l'insuline humaine dans une bactérie. Donc, dans ce cas-là, vous allez avoir une protéine recombinante. Donc, vous avez différentes molécules, différentes protéines qu'on peut produire. Vous avez les facteurs sanguins, par exemple le facteur 8 qui est impliqué dans la coagulation. Donc, c'est un traitement. Vous avez des agents thrombolytiques comme par exemple l'activateur tissulaire du plasminogène, j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure. C'est une molécule en fait qu'on utilise lorsqu'on a des thromboses, lorsqu'on a des caillots qu'il faut dissoudre rapidement. Donc c'est un médicament très utile dans ce cas-là. Vous avez ensuite les hormones. Je vous ai parlé de l'insuline. Vous avez l'hormone de croissance. Vous avez bon, la gonadotrophine. Vous en avez plusieurs. Et vous avez des facteurs de croissance, donc les cytokines, les interférons qui agissent par exemple contre certains cancers, les interleukines, l'érythropoïétine qu'on appelle l'EPO. Bon, l'EPO, que vous connaissez peut-être plus pour ses applications en dopage que pour les applications thérapeutiques. Mais il faut savoir à la base que l'EPO, l'érythropoïétine, c'est un médicament qui sert à traiter l'anémie. Il a été détourné de sa fonction initiale pour devenir un produit dopant, mais à la base, c'est un médicament.
Vous avez ensuite certains virus qui sont produits par des biotechnologies modernes, comme par exemple certains vaccins contre l'influenza qui sont produits en culture cellulaire. À partir de cultures de cellules en bioréacteur, on peut produire certains vaccins et des vecteurs viraux. Donc là, j'y passerai un peu de temps dans la présentation, notamment adénovirus, lentivirus, rétrovirus, virus adéno associés. Donc ce sont tous des virus qui sont modifiés génétiquement pour ensuite servir lors de traitements de thérapie génique, où la thérapie génique consiste à amener un gène, je simplifie, amener un gène chez un patient pour corriger un gène déficient, par exemple. Vous avez ensuite les anticorps monoclonaux, nouvelle classe, ça a été développé à la fin des années 90. Mais ce sont, on va dire, des molécules qui sont très en demande, très intéressantes pour traiter plusieurs maladies, donc j'y reviendrai par la suite. Vous avez des acides nucléiques, donc là on parle de l'ADN, on parle de l'ARN, donc qui peuvent servir en vaccination, qui peuvent servir pour traiter certaines maladies. Lors de la Covid, on a beaucoup parlé des vaccins ARN, notamment des vaccins d'ARN de Moderna, de Pfizer. Donc tout ça, ce sont des biotechnologies modernes, des technologies basées sur l'ADN recombinant et qui reposent sur l'utilisation d'acides nucléiques. Et finalement, vous avez différentes thérapies cellulaires, thérapies tissulaires. Donc, thérapie cellulaire, je vous en ai parlé tout à l'heure. Vous avez par exemple les thérapies CAR-T contre le cancer, donc je reviendrai par la suite. Donc c'est juste pour vous donner un bref aperçu des différentes technologies, médicaments qui peuvent être utilisés, on va dire, dans le cadre de différents traitements, applications. Donc là, maintenant, je vais faire un petit historique justement au niveau des biothérapeutiques et des vaccins. C'est certain que l'historique va être assez bref et il y a sûrement plusieurs étapes en fait En fait, je sais qu'il y a plusieurs étapes que je ne vais pas vous parler, plusieurs étapes importantes. Il a fallu que je fasse un choix dans mon descriptif. Donc je vais y aller, on va dire, avec la description du développement de certains biothérapeutiques où il y avait des problèmes d'ingénierie, justement, puisque l'objectif de cette présentation, c'est de vous présenter ma vision d'ingénieur lorsqu'on développe un produit thérapeutique. Donc, le premier produit thérapeutique, biothérapeutique qui a été développé d'importance, même s'il y en avait d'autres avant, mais en tout cas, c'est la pénicilline. La pénicilline qui a été découverte, je pense que vous connaissez tous l'histoire, mais je vais vous faire un rappel rapide, qui a été découverte par Alexander Fleming dans les années 20, 1920. Euh, la petite histoire, c'est que Alexander Fleming travaillait sur des staphylocoques et avant de partir en congé, il avait laissé ses plaques de pétri qui contenaient les staphylocoques sur le comptoir. Ce qui s'est passé quand il est revenu de congé, il a constaté qu'il y avait certains champignons qui avaient poussé à la surface de ces plaques et il a remarqué que autour de ces champignons-là, il n'y avait plus de staphylocoques. Donc là, il s'est dit, il y a peut-être une molécule qui est produite par ces champignons qui fait en sorte que les bactéries ne se multiplient plus. Donc il y aurait peut-être, on va dire, un potentiel intéressant au niveau thérapeutique si j'arrive à trouver c'est quoi cette molécule-là. Finalement, il a réussi à l'isoler. Il a appelé ça la pénicilline. Puis ensuite, c'est resté, il a publié quelques articles scientifiques et puis c'est resté pas mal, on va dire, dans les placards. Il n'y a pas vraiment eu de développement jusqu'à ce qu'il y ait deux personnes, Florey et Chen, deux chercheurs, qui reprennent un peu les travaux de Fleming à la fin des années 30, on va dire, dans un contexte, on va dire, de Seconde Guerre mondiale, où c'était pas forcément évident de faire de la recherche. Donc, ils sont partis à travailler sur cette technologie en se disant, il y a peut-être un potentiel intéressant thérapeutique si on arrive à isoler, on va dire, cette molécule et à la produire. Donc, ils ont contacté Alexander Fleming, qui leur a donné, on va dire, le champignon. Et à partir de là, ils ont développé ce qu'on appelle les premiers procédés, les premières méthodes de production de la pénicilline. On est loin de parler de procédés à l'échelle industrielle. Ça se faisait en flacon, c'était très archaïque comme procédé. Ils ont travaillé en collaboration avec un autre chercheur qui était Hitley, qui lui avait une formation de biochimiste, qui lui s'est vraiment intéressé à améliorer les conditions de production de la pénicilline. Donc, ils ont travaillé sur ces conditions-là et très difficilement,
ils ont obtenu, on va dire, des rendements, des concentrations en pénicilline de l'ordre de 0,001 g par litre. Donc, ça vous dit peut-être rien, mais je peux vous dire c'est très faible comme concentration. Donc, ce qu'ils ont fait ensuite, c'est qu'ils ont voulu tester si cette pénicilline avait un effet thérapeutique. Donc, ils ont réussi à produire suffisamment de pénicilline pour traiter une personne qui avait une infection bactérienne. Donc, ils ont traité cette personne-là, ils ont injecté la pénicilline chez cette personne-là. La personne a récupéré. La personne était en meilleure santé. Donc, les chercheurs étaient très contents. Seul problème, c'est qu'en général, quand on fait un traitement avec la pénicilline, ça ne prend pas une dose, ça en prend plusieurs sur plusieurs jours. Il n'avait pas suffisamment de pénicilline. Donc, la personne est retombée malade et a fini par en mourir. Mais la preuve de principe était quand même faite, là. Ça marche, la pénicilline. C'est juste qu'il faut en produire plus. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Bah, ils ont essayé de trouver des investisseurs, parce que bon, c'était ça la prochaine étape, trouver des personnes qui seraient capables, qui seraient intéressées, on va dire, à investir dans cette technologie-là. Sauf qu'en 39-40, on va dire, parce que eux, c'était des Anglais, là, l'Angleterre avait, comme on dit, d'autres chats à fouetter que développer des traitements contre les infections bactériennes. Ils prenaient des bombes par les Allemands, là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, ils ont traversé l'Atlantique et ils ont été aux États-Unis. Et aux États-Unis, les premiers, quel a été leur accueil en fait? Bah, ils ont été très bien accueillis au départ en disant bah, ça a l'air de vraiment fonctionner votre technologie, là. Sauf que nous, la synthèse par voie biologique utilisant un champignon, on n'y croit pas trop, là. On va y aller avec une approche plus chimique. On a beaucoup d'expertise, on a beaucoup de grosses entreprises qui ont une bonne expertise en synthèse chimique. C'est certain qu'on ne va pas avoir de problème à synthétiser votre pénicilline d'un point de vue chimique. Donc, il y a des travaux qui ont été faits et finalement, bah, ils se sont rendus compte que produire la pénicilline de façon chimique, c'était pas si évident que ça. Donc, le gouvernement américain a décidé que la fermentation serait la voie de synthèse euh, à utiliser pour produire la pénicilline. Donc, à partir de ce moment-là, il y a eu plusieurs travaux qui ont été faits pour optimiser la production de pénicilline à partir du champignon. Première chose, ça a été de trouver un autre champignon, parce qu'il y a d'autres champignons que Penicillium notatum. Donc, ils en ont trouvé un autre qui produisait plus de pénicilline. Bon. Ensuite, ils ont travaillé sur le milieu de culture. Donc, qu'est-ce qu'on va donner comme nutriment pour que le champignon puisse pousser puis produire de la pénicilline? Donc, ils ont ce qu'on appelle fait de la formulation de milieu de culture. Ils ont développé des nouvelles formulations. Donc là, ils ont amélioré les rendements. C'était très bien. Le seul problème, c'est que le procédé de culture utilisait toujours des flacons, comme vous pouvez voir ici, là. Donc, des flacons, là, c'est pas idéal lorsqu'on veut faire de la production à grande échelle. Ça fait beaucoup de manipulations, puis ça prend beaucoup de flacons. Puis durant cette période-là, comme je vous dis, les États-Unis étaient en guerre. Puis ils avaient fait un estimé un peu de la quantité de pénicilline que ça leur prendrait pour traiter des patients durant la guerre. Et ils ont fait justement dans leur estimé qu'en nombre de flacons là, que ça prendrait de production, il faudrait mettre des flacons de New York à San Francisco pour justement avoir suffisamment de flacons pour produire suffisamment de pénicilline. Ça marche pas, là. Faut développer d'autres procédés. Donc là, ils ont vraiment mis, comme on dit, l'épaule à la roue. Tout le monde s'est mis pour développer des nouvelles façons de produire la pénicilline. Et là, bah, la première chose, c'est qu'il a fallu déjà développer ce qu'on appelle des procédés de culture agités, c'est-à-dire des grosses cuves dans lesquelles bah, on va cultiver notre champignon. Mais là, ça n'avait jamais été fait. Tout était à faire. Donc, lorsqu'on fait de la culture à grande échelle d'un champignon ou d'un micro-organisme, bah, en gros, c'est une grosse cuve qu'on stérilise et puis qu'on agite, pour résumer. À l'époque, il n'y avait rien de fait. Donc déjà, comment on va stériliser une grande cuve? Ça se faisait pas à l'époque, là. Comment on va faire ça? Donc, c'est des défis techniques. Ensuite, comment on va alimenter en oxygène notre cuve? Parce que c'est un champignon, mais qui a besoin d'oxygène pour pouvoir se développer, puis produire sa pénicilline. Donc, développer des systèmes d'alimentation en oxygène. Ensuite, comment on va agiter notre réacteur sans détruire nos champignons? Ça prend un système d'agitation qui, oui, agite, mais agite pas non plus pour détruire vos micro-organismes. Puis ensuite, bah, lorsqu'on produit des molécules avec des champignons, ou avec des bactéries ou avec des cellules animales, bah, ça génère de la chaleur. Comment on va évacuer cette chaleur-là? Si vous ne l'évacuez pas, votre réacteur, ça va devenir une grosse cocotte minute. Puis à un moment donné, ça peut exploser.
pour évacuer la chaleur. Donc, il y avait des problèmes de chaleur à évacuer, des problèmes ce qu'on appelle de transfert de chaleur. Tout ça, c'est des problèmes d'ingénierie. Donc, ils sont attablés à régler ces problèmes-là et à la fin de la guerre, ils ont réussi à régler ces problèmes-là. Donc, régler les problèmes de production, mais également les problèmes de purification. Parce que c'est bien beau de produire votre molécule d'intérêt, mais à la fin, il faut la récupérer. Il faut avoir des méthodes pour récupérer votre molécule d'intérêt. Puis, c'est pas évident de récupérer la pénicilline qui est contenue dans un milieu de culture. Mais ils ont réussi. Si bien qu'à la fin de la guerre, ils sont arrivés avec des niveaux de production de pénicilline de l'ordre de 50 grammes par litre. Donc, vous voyez, on est passé de 0,001 g par litre à 50 grammes par litre. Tout ça en travaillant dans le procédé. Donc, dans ce cas-là, vous voyez bien un peu on va dire, l'importance de l'ingénierie pour traiter ou pour développer des procédés ou des méthodes de production à grande échelle de molécules qui ont un intérêt thérapeutique. Donc ça, c'était le premier exemple sur la pénicilline. Un autre, un petit peu plus récent, qui date du début des années 80, c'est l'insuline. L'insuline, en fait, c'est une hormone qui a été découverte par des chercheurs canadiens, donc Banting and Best, notamment, dans les années 1920. Et bon, cette insuline, on va dire, elle est sécrétée par le pancréas, excusez-moi. Elle est sécrétée par le pancréas. Et ensuite, elle joue un rôle pour réguler le niveau de glucose dans le sang. Bon, je n'irai pas trop dans le détail. Euh, donc, l'insuline, bon, découverte par ces deux chercheurs, on a découvert également qu'elle avait un intérêt, qu'on pouvait s'en servir comme pour traiter les diabètes, etc. Donc, comment et d'où provenait cette insuline à l'époque, là? Je ne parle pas de l'insuline actuelle, mais au début, là, années 70, 60, elle provenait d'où? Bon, en fait, elle était extraite à partir de pancréas d'animaux, soit le porc, soit le bœuf. Ce qu'on a remarqué, c'est que au niveau de la structure de l'insuline humaine versus l'insuline porcine ou l'insuline de bœuf, il y avait des petites différences. Pas énormes, un acide aminé ou trois acides aminés, mais quand même une différence. Qui fait en sorte que bah, cette protéine-là, qui provient des animaux, n'est pas tout à fait identique à celle humaine. Puis ça peut engendrer des réactions immunitaires lorsqu'on injecte cette protéine-là chez un patient. Donc là, ça crée des problèmes, là. Puis en plus de ça, bah, il y avait parfois des problèmes d'approvisionnement. On pense à la peste porcine qui a décimé des élevages, là. Bon, bah, si vous n'avez pas de porc, vous n'avez pas de pancréas de porc. Si vous n'avez pas de pancréas de porc, vous n'avez pas d'insuline. Donc là, vous aviez également des problèmes d'approvisionnement. Donc, il fallait trouver une autre méthode pour produire de l'insuline, puis idéalement de l'insuline humaine. Là, comme dit, on ne voulait plus de réaction immunitaire. Donc, à partir de là, de ce constat-là, bah, il y a la technologie de l'ADN recombinant puis du génie génétique qui est intervenu. Donc, pardon. Un petit rappel sur la technologie de l'ADN recombinant, c'est quoi? Bah, c'est une technique qui permet d'isoler des gènes et puis de les transférer d'un organisme à un autre. On prend par exemple un ADN un ADN humain, bon, qu'on serait capable d'insérer dans une bactérie et puis ensuite de produire une protéine humaine dans la bactérie. C'est un exemple. Euh, Cette insertion, cette modification génétique, les premiers travaux, ça date des années 60, avec un chercheur qui s'appelle Paul Berg, qui était le premier, on va dire, à combiner ensemble deux ADN d'origine différente. Puis ensuite, il y a d'autres travaux qui ont été faits, puis deux chercheurs en particulier qui ont travaillé sur ces technologies-là dans les années 1970. C'est Stanley Cohen de l'université Stanford, qui lui a développé des méthodes pour transférer ce qu'on appelle des plasmides. Les plasmides, c'est des petites molécules d'ADN qui circulaires qui servent à transférer les gènes d'intérêt d'un organisme ou d'une cellule à un autre. On utilise souvent ces petites structures de l'ADN circulaire. Donc lui, il travaillait beaucoup sur les méthodes de transfert de ces plasmides-là. Et l'autre, Herbert Boyer, de l'Université de Californie, lui travaillait sur des enzymes qui permettaient de couper l'ADN et puis de faire en sorte qu'on pouvait liguer des morceaux d'ADN ensemble. Un petit peu la suite des travaux de Paul Berg, si je peux un peu ça comme ça, là. Donc les deux ont travaillé ensemble pour développer des méthodes justement bah, de clonage, qu'on appelle, c'est-à-dire insérer des gènes dans des plasmides, puis ensuite bah, transférer ces plasmides-là d'une espèce bactérienne à une autre ou dans d'autres organismes. Donc ils ont travaillé là-dessus, puis ils ont développé des méthodes,
Puis ils ont été capables de produire des protéines dans les bactéries, par exemple des protéines de grenouille, ce genre de choses-là, ce qui n'avait jamais été fait auparavant. Donc tout ça dans une optique purement fondamentale, hein. Il n'y avait pas du tout d'application, on va dire, industrielle derrière ça, là. Donc ils ont publié des articles, c'était très intéressant, mais ça restait un peu à ce niveau-là. Puis là, il y a un troisième personne qui intervient dans cette équation-là, c'est ce qui s'appelle Robert Swanson, qui lui, c'est un businessman, un homme d'affaires. Euh, c'est assez simple, si on regarde ici, là, on voit facilement qui est le chercheur et qui est l'homme d'affaires sur la photo, là. Donc, Herbert Boyer, c'était à droite et Robert Swanson à gauche. Donc, Robert Swanson, c'était vraiment un homme d'affaires, mais qui voyait le potentiel des biotechnologies d'un point de vue industriel, d'un point de vue économique, là. Il savait qu'il y avait quelque chose à faire avec ça, mais il ne savait pas vraiment quoi. Mais c'était quand même quelqu'un qui avait une certaine base en sciences, donc il a trouvé quelques papiers, quelques articles scientifiques. Et puis il a justement tombé sur les papiers de Stanley, Stanley Cohen et puis de Herbert Boyer, qui travaillaient sur transfert de gènes, expression de protéines dans des bactéries. Bon, il s'est dit, il y a peut-être quelque chose d'intéressant à faire avec ça, notamment produire des protéines qui auraient un intérêt commercial. Là, donc lui, il avait pensé notamment à l'insuline, mais il y avait d'autres hormones qui étaient intéressantes, l'hormone de croissance humaine, par exemple. Donc, il voyait qu'il y avait un potentiel là-dedans, mais lui, c'était pas non plus un expert. Donc, ce qu'il voulait, c'est en parler vraiment avec les personnes qui ont fait ces découvertes-là. Donc, il a travaillé avec, bah, il a rencontré Herbert Boyer, qui au début voulait rien savoir, hein. Il n'était pas intéressé du tout. Puis finalement, bah, ils ont eu ces discussions-là qui a mené, on va dire, à la création d'une compagnie, d'une entreprise, qui s'appelle Genentech, qui a été rachetée depuis par Roche, et qui pendant de nombreuses années a été l'entreprise de biotechnologie avec un grand B, là. C'est-à-dire que tout ce qui se passait en biotechnologie, en tout cas une grosse partie de ce qui se passait en recherche en biotechnologie, c'était au sein de Genentech. C'était ce qu'on peut dire la Mecque de la biotechnologie, là. C'était vraiment l'entreprise, là. Donc, qui est localisée à San Francisco. Donc, ils ont créé Swanson et Boyer cette entreprise-là, Genentech, et ils ont développé les premiers procédés de fabrication d'insuline humaine dans des bactéries. Ils ont développé les procédés et ensuite ils ont transféré ces procédés-là et la technologie à une tierce partie, une autre entreprise pharmaceutique qui s'appelle Eli Lilly, qui avait la licence exclusive de production de l'insuline développée par Genentech. Ce que vous avez ici, ce qu'on appelle l'humuline. L'humuline, c'est la première version de l'insuline humaine produite en bactéries. Ça a été produit en 1982. Oui, ça fait quand même plusieurs années maintenant. Puis pour la petite histoire, si vous avez l'occasion d'aller chez Genentech à San Francisco, bah dans les jardins de Genentech, vous avez une sculpture de Swanson et de Boyer lors de leur première discussion. Donc dans les jardins, si vous y allez, vous avez l'occasion de voir cette statue-là. Donc ça, c'est pour l'insuline, 1982, donc découverte importante. Puis ensuite, vous avez d'autres dates importantes, 1986, où là, c'est encore une découverte réalisée par Genentech, la mise au point d'une méthode de fabrication de protéines, mais non plus à partir de bactéries, mais à partir de cellules animales, des cellules de hamster. Vous allez me dire pourquoi on va utiliser les cellules animales, pourquoi on n'utilise plus les bactéries? C'est parce que certaines protéines, pour être actives, elles ont besoin d'avoir des sucres à la surface, des glucides, d'autres choses, ce qu'on appelle des modifications post-traductionnelles. Les bactéries ne sont pas capables d'ajouter ces sucres-là ou de faire ces modifications-là. Donc, dans certains cas, bah, vous pouvez produire des protéines, mais ça n'aura pas, on va dire, elles n'auront pas d'activité. Il faut produire ça dans des systèmes d'expression différents, plus complexes. Donc, on peut utiliser des cellules animales, puis les cellules de hamster sont particulièrement adaptées pour ça. Je vous passe les détails. Ça pourrait être, on va dire, une présentation qui durerait 6 heures rien que sur les cellules de hamster. Je vous passe ça, là. Juste pour vous dire que les premiers procédés ont été développés en 1986 pour produire une protéine qui s'appelle l'alteplase, qui est en fait l'activateur du tissu plasminogène, ce que je vous disais tout à l'heure lorsqu'on fait lorsqu'il y a des caillots sanguins qu'on veut dissoudre rapidement, la crise cardiaque, etc., là. Donc, ça peut être utilisé dans ce cas-là. Donc, ça a été développé en 1986, donc date importante. Et en 1998, ça c'est la mise sur marché de ce qu'on appelle le trastuzumab, ce qu'on appelle un anticorps monoclonal, qu'on appelle l'Herceptine, ça c'est son nom commercial, également par Genentech, qui lui est dirigé contre le cancer du sein.
C'est un traitement contre le cancer du sein. Donc, les anticorps monoclonaux maintenant sont une technologie qui est largement répandue, largement populaire pour traiter tout un paquet de maladies. On va des cancers en passant par l'arthrite rhumatoïde, certaines maladies infectieuses. Il y a plein d'applications pour les anticorps monoclonaux. Euh, Actuellement, je vous dirais dans les 5 produits biopharmaceutiques les plus vendus, il y en a 3, c'est des anticorps monoclonaux. Donc, je vous en ai donné juste un petit exemple ici. Certains utilisés en immunothérapie, c'est-à-dire qu'on a des cancers, d'autres qui ont des maladies inflammatoires. Donc, c'est vraiment un énorme marché. Donc, de plusieurs dizaines de milliards de dollars par année, là. Et la croissance du marché des anticorps monoclonaux ne va qu'en grandissant, là. C'est une croissance qui est vraiment importante, là. Donc, c'est vraiment des molécules qui sont très prisées. Il y a beaucoup de développements qui sont faits au niveau que ce soit au niveau des procédés de fabrication des anticorps, mais également au niveau de la conception des anticorps. Ensuite, vous avez 2012, première thérapie génique qui a été mise sur le marché utilisant un virus, un petit virus qu'on appelle un virus adéno-associé, que vous avez ici. Donc, ce virus-là, qu'est-ce qu'il a de particulier? Ben, il est intéressant parce qu'on peut s'en servir chez l'humain, il n'engendre pas trop de réactions immunitaires, donc ça c'est quand même intéressant. Puis on peut mettre quand même un gène à l'intérieur qui peut avoir un effet thérapeutique. Il faut juste que le gène ne soit pas trop gros, parce que c'est un petit virus, donc on ne peut pas mettre un gène qui est très important, là. Donc, le premier produit qui a été approuvé, il s'appelle Glibera. Pour la petite histoire, c'est un produit qui a été développé au Canada, au sein de l'Université de Colombie-Britannique, et dont les essais cliniques, certains ont été réalisés par un chercheur de l'Université de Montréal. Donc, découverte en partie canadienne. Et ce virus-là, il a été commercialisé en Europe en 2012 par la société Unicure euh, pour traiter, on va dire, des personnes en fait, qui avaient une maladie au niveau de la dégradation des lipides. Donc, les personnes qui n'ont pas, on va dire, cette enzyme-là, là, ont des problèmes, on va dire, dans le métabolisme des lipides, ce qui engendre un paquet d'effets indésirables. Donc, une thérapie génique a été développée pour justement faire en sorte de réintroduire le gène médicament sain chez les patients pour que ceux-ci récupèrent, on va dire, l'activité lipase dont ils étaient dépourvus. Donc, ça date de 2012. Le produit fonctionnait, sauf qu'il a été retiré du marché quelques années plus tard, pour 2 raisons. Premièrement, son prix, 1 à 2 millions de dollars la dose, donc c'est très cher, et le marché limité. Peu de personnes étaient atteintes de cette maladie-là. Donc, le modèle d'affaires n'est pas génial arrivé là. Donc, pour ces 2 raisons-là, le produit a été retiré du marché. Mais le produit quand même fonctionnait. Donc, ensuite, vous avez 2016, Strimvelis, un autre produit de thérapie génique, qui lui utilise un lentivirus. C'est différent d'un virus adéno-associé. La grosse différence, c'est que souvent les lentivirus sont utilisés dans le cadre de thérapie cellulaire. C'est-à-dire, on n'utilise pas directement le virus chez le patient. Ce qu'on fait, c'est qu'on extrait des cellules du patient, on les modifie avec le lentivirus, et ensuite on les réinjecte, ces cellules-là modifiées, chez le patient. Le lentivirus est surtout utilisé pour ça. Donc, le lentivirus, dans les faits, comment ça fonctionne? Pour Strimvelis, Strimvelis, c'était pour traiter certaines maladies, euh, des maladies immunitaires, ou en fait ce qu'on appelait les enfants SCID, c'est-à-dire les enfants dépourvus de système immunitaire, ce qu'on appelait à l'époque les enfants bulles, qui devaient vivre dans un environnement stérile. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on veut développer une thérapie à base de l'antivirus pour traiter ces maladies-là? On extrait des cellules du patient, des cellules du système immunitaire, on les modifie avec le lentivirus. Le lentivirus va amener le gène médicament chez le patient. Le gène va rester dans le génome, il va s'intégrer. Ensuite, on fait multiplier les cellules en culture et on les réinjecte ensuite chez le patient. Donc là, le patient, il récupère ce qu'on peut dire un système immunitaire.
Donc ça marchait très bien. Même chose, ce produit a été retiré du marché en 2022 pour deux raisons. Premièrement, le nombre limité de patients et ensuite le coût élevé associé à ces thérapies-là. Mais ça fonctionne. Mais pour des maladies rares, le modèle d'affaires, comme je dis, est à revoir. 2017, donc on se rapproche, les premières thérapies immunocellulaires CAR-T contre les cancers. Donc une révolution dans le domaine des biotechnologies et dans le domaine des biothérapies contre le cancer. Donc ça repose toujours sur l'utilisation de l'antivirus, même si on peut utiliser d'autres méthodes, mais principalement sur les antivirus. Le principe, c'est qu'on extrait des lymphocytes T des patients qui sont atteints de cancer. On modifie les lymphocytes à l'aide d'un antivirus pour qu'ils expriment à la surface des lymphocytes une molécule qui va leur permettre de reconnaître spécifiquement les cellules du cancer, les cellules cancéreuses. Donc là, vous allez générer des cellules qu'on appelle CAR-T, donc il va avoir des récepteurs spécifiques au cancer. Vous allez les multiplier ex vivo, c'est-à-dire dans des systèmes de culture, que ce soit des bioréacteurs, des plaques, etc. Et lorsque vous avez suffisamment de cellules, bah, vous les réinjectez chez votre patient. Donc ces traitements-là sont vraiment révolutionnaires et fonctionnent très très bien pour certains cancers. Il y a plusieurs de ces traitements-là qui sont approuvés au Québec. Et il y a plusieurs centres hospitaliers qui font ces thérapies-là. Donc, on peut citer bah, le Sainte-Justine c'est pour les enfants. Vous avez l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, vous avez le CHU de Québec, puis vous avez le Centre universitaire de santé McGill qui propose ces thérapies-là. Ces thérapies-là ne sont pas données, euh, même si c'est remboursé par le système de santé, là. C'est à peu près, ça dépend des thérapies, mais ça tourne aux alentours de 500 000 dollars par thérapie. C'est des thérapies qu'on appelle personnalisées, c'est-à-dire on ne peut pas, on va dire, prendre une type de cellule puis injecter ça chez tous les patients qui sont atteints de cancer, là. Non, c'est vraiment par patient, il faut extraire les cellules du patient, les modifier, les amplifier, puis ensuite les réinjecter. Donc, ça en prend beaucoup on va dire, c'est très personnalisé. Donc, quand c'est très personnalisé, en général, ça coûte quand même assez cher. Et ensuite, bah, vous avez 2020, les fameux vaccins contre la COVID qui ont été développés. Donc, je vais passer assez vite. Donc, deux technologies, vaccin ARN. Donc, on parle de Pfizer, Moderna, puis les vaccins plus adénovirus, AstraZeneca. Donc, si on parle des vaccins Pfizer et Moderna, c'est des vaccins ARN. En fait, on prend un ARN qui va produire une protéine du virus, donc ce qu'on appelait la protéine spike du virus du SARS-CoV-2. Puis cet ARN-là, on l'encapsule dans un lipide. C'est ça qui fait le vaccin. Ensuite, vous avez le vaccin adénovirus, où là, vous allez insérer le gène de la spike également cette fois-ci dans le génome d'un virus, d'un adénovirus. C'est pas un virus très méchant. En gros, il engendre une petite grippe ou un petit rhume, mais c'est pas vraiment pas méchant comme virus, là. Il a été modifié justement pour être rendu moins méchant aussi, là. Puis ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on injecte ce virus-là chez le patient. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bah, le virus, il va rentrer dans les cellules du patient, il va exprimer cette protéine virale de la spike, puis ensuite, bah, le système immunitaire, il va réagir contre la spike. Donc ça, c'était les deux grandes technologies qui ont été utilisées lors de l'épidémie de la COVID. Premièrement, les vaccins ARN, puis deuxièmement, les vaccins adénovirus. Vaccin adénovirus, AstraZeneca, vous en avez sûrement entendu parler, il y avait des effets secondaires, ça a été retiré. Bon, il y a tout un paquet j'ai pas de polémique en lien avec l'utilisation de ce vaccin-là, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce vaccin adénovirus-là, c'est pas son efficacité qui est remise en cause. C'est un vaccin qui marchait très bien. Le problème, c'est les effets secondaires engendrés par le vaccin, notamment les thromboses, c'était pas dû à l'adénovirus en tant que tel, au principe actif. C'était dû aux résidus de cellules qu'on utilise pour produire l'adénovirus. C'est un problème de purification. C'est-à-dire que vous aviez des protéines dans votre produit final qui n'auraient pas dû être là, parce que le procédé de purification n'était pas développé de façon optimale. On a fait quand même ça vite, là.
Donc, il restait des résidus de protéines, puis c'est ces résidus-là qui engendreraient ces thromboses-là chez le patient, pas l'adénovirus. Mais bon, une fois que la mauvaise publicité a été faite, c'est très difficile de revenir en arrière, là. Donc, les vaccins adénovirus, c'est un peu moins populaire, mais maintenant, vu qu'on connaît la raison, bah, ça revient quand même un peu plus à la mode, là. Les vaccins ARN, eux, restent encore très populaires. Donc, maintenant, si j'y vais plus au niveau des procédés de fabrication de ces différentes molécules-là, je vais quand même aller assez vite, puis voir un peu les enjeux qui sont en lien avec tout ça. Vaccin ARN, bon, comment on fait? Au début, ça prend la séquence ADN de la protéine qu'on veut faire exprimer à l'aide de notre vaccin. Si on prend le cas de la spike, bah, c'est la spike. Bon, ça vous prend la séquence ADN de la spike, que vous allez insérer dans un plasmide, les petites molécules d'ADN circulaire que je vous disais tout à l'heure. Puis ensuite, vous allez faire quoi? Bah, vous allez amplifier ce plasmide-là, parce que c'est un ingrédient très important dans la fabrication des vaccins ARN. Donc, comment on produit des plasmides? Ben, on les produit dans les bactéries. Les plasmides, c'est une vieille technologie dans les faits. Ça date de... C'est utilisé en recherche depuis 50 ans. Mais c'est juste que c'était juste utilisé en recherche. C'est pas tellement utilisé, on va dire, dans d'autres contextes. C'est-à-dire qu'on n'avait pas de besoin forcément de développer des procédés de fabrication à l'échelle industrielle super performants, là. Mais là, on en est rendu là, là. Donc là, il y a beaucoup de travaux qui doivent être faits pour améliorer les procédés de fabrication de ces molécules-là, de ces plasmides. Puis juste pour vous donner une idée, pour produire du plasmide de qualité, on va dire thérapeutique, qu'on appelle GMP, ou BPF, selon les bonnes pratiques de fabrication, 1 gramme de plasmide, c'est 100 000 dollars US. C'est très cher. Une fois que vous avez produit votre plasmide GMP, ben, il faut le purifier. Et ensuite, ben, on va faire ce qu'on appelle une translation in vitro. C'est-à-dire que votre plasmide va être transformé en ARN. Parce que c'est l'ARN qu'on va retrouver dans le vaccin à la fin. Donc, vous avez une étape de transcription in vitro pour produire de l'ARN. Ensuite, il va falloir purifier cet ARN-là et l'encapsider dans des lipides pour former au final ce qu'on appelle une LNP ou votre vaccin ARN. Juste pour vous donner une idée, là, pour ces étapes-là, cette étape de in vitro transcription, ça prend plusieurs dizaines de molécules pour faire cette réaction-là. Puis chacune de ces molécules-là doit être produite selon les bonnes pratiques de fabrication. Donc on peut aller jusqu'à 180 réactifs nécessaires pour faire cette réaction-là, chacun des réactifs étant produit de façon GMP ou BPF, à l'aide, dans des usines qui sont pas toutes localisées au même endroit. Donc, au niveau de la chaîne d'approvisionnement, c'est un cauchemar de produire ces vaccins-là de façon GMP, parce qu'il faut s'assurer d'avoir tous ces ingrédients-là de façon GMP. Ces ingrédients-là sont produits partout dans le monde, et il faut les avoir tous au même moment. Donc, c'est très difficile, on va dire, d'un point de vue procédé, de produire ces molécules-là. Il faut vraiment s'assurer que notre chaîne d'approvisionnement ne sera pas rompue. Puis ça, c'est vraiment pas évident. C'est vraiment un énorme défi. L'autre défi, c'est faire l'encapsulation des lipides à grande échelle. Il y a des systèmes qui sont mis au point, mais qui ne sont pas encore optimisés. Il y a beaucoup de travaux qui sont faits pour améliorer l'encapsulation des ARN à l'aide de méthodes qu'on appelle des méthodes microfluidiques. Mais il y a beaucoup d'optimisation à faire à ce niveau-là, là. Donc ça, c'était au niveau des vaccins ARN. Les vaccins adénovirus, si on parle vaccin AstraZeneca, c'est la même chose. On part, faut construire tout d'abord le virus à l'aide de technologies de l'ADN recombinant. Une fois qu'on a construit ce virus-là, je vous passe les détails, il faut le produire dans des grosses cuves. Mais là, souvent, on produit ça dans des cuves qui sont limitées à 500 litres. Parce qu'au-delà de 500 litres, au niveau de la production, ça devient difficile de contrôler le procédé. Donc là, on est limité par les volumes. Donc, il faut faire plusieurs productions dans des réacteurs de 500 litres. Ça prend du temps, c'est compliqué, c'est pas optimisé. Au final, ça donne des procédés complexes, des molécules qui, même si elles sont quand même assez bon marché, produire avec de l'adénovirus, ce n'est pas trop cher, mais ça reste quand même un procédé encore complexe. Puis ensuite, il faut s'assurer que notre produit soit de qualité. Ce que je disais tout à l'heure, ça, c'est par exemple une représentation, une visualisation au microscope de ce qu'on peut voir lorsqu'on a purifié de l'adénovirus.
Vous voyez ici des petites structures. Ça, c'est l'adénovirus. Puis ce qu'on voit autour, là, ça, c'est des débris. C'est des résidus de purification. C'est-à-dire qu'il reste des choses dans nos préparations. Puis ces choses-là, bah, peuvent engendrer des problèmes ensuite au niveau du patient. Donc, il faut vraiment s'assurer que notre procédé de purification est vraiment efficace. Ensuite, vous avez les vecteurs AAV. Donc, vecteurs AAV, je vous disais tout à l'heure, ça marche bien, mais ça coûte une fortune. Pourquoi? Parce que en partie, les procédés de production ne sont pas optimisés. Comment on produit ça à grande échelle, un AAV? Ben, on prend des cellules en culture, souvent c'est des cellules animales, des cellules d'origine humaine qu'on cultive dans des réacteurs de 500 litres. Et là-dedans, on met du plasmide qu'on complexe avec un agent chimique. Et puis, bah, on espère que ça va bien fonctionner. Donc, c'est une technologie qui est très empirique. Il manque beaucoup d'expertise. Il y a très peu de personnes qui sont capables de faire ça. Donc, très peu de personnes qui sont capables de faire ça. Des réactifs qui coûtent une fortune. Un procédé qui n'est pas très efficace fait en sorte qu'en bout de ligne, bah, vous arrivez avec des procédés qui coûtent excessivement cher. En plus de ça, comme je dis, une fois que vous avez même produit, purifié votre AAV, parce que la purification, ça coûte également une fortune, vous devez faire des analyses sur votre produit final. Donc, le produit final, il faut analyser, est-ce qu'il y a des contaminants? Il faut vérifier à l'intérieur de notre virus, est-ce que c'est la bonne séquence d'ADN qui est dedans, là? Faut pas qu'il y ait n'importe quoi, là. Puis ça, il y a des enjeux au niveau de l'analytique. C'est pas facile à faire. Puis parfois, on se rend compte que ce qu'il y a à l'intérieur de notre AAV, bah, c'est tout sauf ce qu'on voudrait. C'est pas notre séquence thérapeutique, là. Donc là, il faut travailler sur les conditions de production pour améliorer, on va dire, la qualité de notre produit. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'enjeux. Et même lorsque vous avez fait ça, bah, à la fin, vous arrivez avec un produit que vous voulez mettre sur le marché. Bah, c'est pas sûr qu'il va être accepté par la population ou par les professionnels de la santé. Juste pour vous donner un exemple, il y a un produit qui a été développé contre la bêta-thalassémie. Un- Ça s'appelle Becvez, développé par Pfizer, il me semble, ou Merck, en tout cas, une des deux compagnies, qui a été mise sur le marché il y a quelques années, qui a été retirée récemment. Euh, une des raisons invoquées par la compagnie, c'est que ce traitement-là n'est pas populaire auprès des médecins. Les médecins ne veulent pas le prescrire. Ils n'ont pas entièrement confiance dans la technologie. Donc, ce qui fait en sorte que si les médecins ne prescrivent pas le traitement, bah, vous êtes un peu cuit, là. Vous ne pouvez pas commercialiser. Bah, vous pouvez le mettre sur le marché, mais s'il n'est pas accepté, vous n'allez pas faire des profits avec ce traitement-là. Donc, ils ont décidé de retirer le produit du marché. Donc, il y en a quelques-uns qui ont été retirés dernièrement pour cette raison-là. Et vous avez les vecteurs l'antivirus, rétrovirus, un peu les mêmes problématiques, c'est-à-dire bah, c'est difficile à produire, il faut utiliser plusieurs plasmides, il faut transfecter, il faut insérer ces plasmides-là dans des cellules animales, ensuite il faut que le virus soit produit, il faut le purifier, il faut le caractériser. Il y a beaucoup, beaucoup d'enjeux associés à ces différentes étapes de procédé-là qui fait en sorte que les produits sont coûteux en bout de ligne. Et il faut également s'assurer qu'au niveau analytique, que tout est bien correct au niveau de la qualité des molécules générées. Donc, je terminerai, on va dire, par quand même un message d'espoir. Je ne veux pas dire que tout est néfaste dans tout ce qui est les nouvelles biothérapies, ce qui est loin d'être le cas. Je dis juste qu'il y a des enjeux. Donc, juste dans cette dernière diapositive, juste que montrer que les prévisions d'utilisation, là je parle surtout des vecteurs viraux, donc on parle de l'antivirus, adénovirus, rétrovirus. Rétrovirus, c'est une sorte de l'antivirus, là. Puis également les plasmides, là. Ben, il y a quand même la demande est très très importante, là. Ce qui fait la différence en ce moment, c'est surtout les vaccins ARN, où il y a vraiment une très très forte demande et les vecteurs AAV pour plusieurs types d'applications. Les lentivirus aussi pour l'écarter, prennent de plus en plus de place. Ce qu'il faut, c'est réduire les coûts. Réduire les coûts, ça passe par des améliorations au niveau des procédés, améliorer l'efficacité des procédés, diminuer les coûts, diminuer les réactifs, miniaturiser également les procédés pour les rendre plus efficients. Ce sont tout ça des enjeux, on va dire, très très importants qui vont permettre à terme de diminuer les coûts des différentes biothérapies et faire en sorte que ces
produit-là soit accessible à un plus grand nombre au niveau de la population. Puis ça terminerait ma présentation. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans la section clavardage, s'il vous plaît. Ah, il y a une question, c'est ça? Oui, je vais Non? vous la lire si vous voulez. Ah, ok, je Dans l'avais les pas vu. thérapies connues, vous n'avez pas de difficulté, vous n'avez pas discuté de l'utilisation anticorps sur une base hebdomadaire. Ça fait-tu du sens comme ça? Il manque des mots, je Oui, bah, trouve. je vais juste arrêter mon partage et je verrai mieux la question. Ça sera... pas discuter. Bah, en fait, oui, les anticorps, c'est contrairement, on va dire, aux... les anticorps, bah, on- souvent, là, les traitements sont faits de façon mensuelle. Bah, ça dépend des maladies que vous voulez traiter, là. Pour les cancers, c'est peut-être différent, mais par exemple, pour les maladies inflammatoires, souvent, les traitements se font sur une base mensuelle. Donc, l'avantage de ce type de thérapie-là, on va dire, lorsqu'on veut faire un plan business, là, c'est le fait que bah, vous avez un produit que vous allez utiliser pendant plusieurs années. Donc, vous allez avoir des revenus qui vont rentrer, de l'argent qui va rentrer pour les compagnies pendant plusieurs années. C'est intéressant. Alors qu'un produit de thérapie génique, en général, c'est une dose que vous avez au début. Là, vous êtes fait injecter une dose, par exemple, d'un vecteur viral. Puis ensuite, vous avez peut-être besoin d'avoir une autre dose dans 5 à 10 ans. Donc là, au point de vue du modèle d'affaires, c'est plus compliqué pour des compagnies de développer ce type de thérapie-là parce qu'ils ne voient pas une rentrée d'argent qui se ferait, on va dire, sur une longue période de temps. C'est one shot. Puis il y a plus de réticence, on va dire, au niveau des systèmes de santé aussi à rembourser ce type de thérapie-là. Même si en bout de ligne, si on fait, on va dire, l'accumulation, on va dire, si on fait un traitement en anticorps sur une vie entière, par exemple, une personne qui sera atteinte d'arthrite rhumatoïde, par exemple, ça représente, on va dire, aussi plusieurs millions de dollars, là. Donc, le modèle d'affaires est différent pour les anticorps que pour les vecteurs viraux, là. Ah, je connais pas spécifiquement tous les anticorps, je l'avoue. Moi, je suis plus dans la production que dans l'utilisation des anticorps, là. Mais je pourrais pas me prononcer, on va dire, sur cet anticorps-là. Je ne le connais pas. Il ne semble pas y avoir d'autres questions. Donc, je vous remercie beaucoup, Monsieur Gaillet, pour la conférence de ce midi. Merci à vous tous d'avoir été présents. Sachez que le calendrier, bien, les conférences grand public seront de retour dès septembre. Donc, restez à l'affût pour la publication du calendrier. Sinon, vous pouvez également vous abonner à notre infolettre pour être informé dès que le calendrier sortira. Finalement, vous allez recevoir par courriel un sondage de satisfaction. Si vous pouviez prendre une petite minute là, pour le compléter, c'est super apprécié. On est toujours intéressé d'avoir vos avis et vos suggestions de sujets d'intérêt pour la prochaine édition. Donc voilà, merci à vous tous d'avoir été présents. Et puis, s'il y en a qui ont des petites questions, vous pouvez rester une petite minute à la fin, là, puis on va essayer d'ouvrir les micros. Donc, merci beaucoup à tous et bonne fin de journée.